Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de la SFGP. Donc, en introduction, je vous propose quelques informations sur la SFGP, donc la Société française de génie des procédés. Donc, je me présente, François Nicole. J'ai l'honneur de présider cette société savante. Donc, je dirais que le génie des procédés a l'originalité d'être une source de l'ingénieur tournée vers l'industrie. Donc, à la SFGP, nous avons des adhérents qui sont à la fois académiques et industriels. Et je pense que ça donne toute sa force à notre société savante. Donc, aujourd'hui, la SFGP, c'est 500 à 600 adhérents. Nos grands événements, alors, c'est bien évidemment notre congrès national, donc, qui réunit jusqu'à 700 participants. Le dernier, c'était l'an passé à Deauville. Et le prochain, donc ce sera Clermont-Ferrand en octobre 2026. Donc le congrès comme notre élément phare. Nous organisons également des journées de Catala-Le-Thor, des journées de prospective qu'on appelle journée Catala-Le-Thor. La dernière a eu lieu à Paris semaine dernière et elle portait sur machine quantique et génie des procédés. Une journée passionnante. Alors ces journées de prospective donnent lieu à des livres blancs. Donc ça fait également partie des productions de la SFGP. Donc nous avons produit différents livres blancs que vous trouverez sur notre site web. Donc le dernier publié porte sur intelligence artificielle et génie des procédés en anglais, puisque c'était dans le cadre d'une journée avec l'IFCI, parce que la SFGP fait également partie des instances internationales du génie des procédés, en particulier l'IFCI, la European Federation of Chemical Engineering, et nous faisons partie également du World Council of Chemical Engineering. Donc, nous participons aux congrès internationaux, européens, voire mondiaux. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un webinaire organisé par l'un de nos groupes thématiques, donc le groupe thématique réacteurs activés. Alors très rapidement, je ne veux pas prendre trop de temps, mais je suis heureux de voir cette animation scientifique de nos GT, donc qui répondent à une nouvelle organisation qui a été mise en place lors du congrès de Deauville. Donc c'est la première année qu'on a mis en place une nouvelle organisation scientifique qui se veut plus dynamique, et c'est le cas. Donc très rapidement, on avait lancé une réflexion sur le rôle de la SFGP dans notre société, et il nous semblait que la première chose était de répondre à des enjeux, donc des enjeux industriels et sociétaux, et qu'on a ciblés, donc au nombre de 6. Donc les transitions énergétiques, la conversion des agro- et bioressources, les enjeux liés à l'eau, la santé et l'environnement, l'ingénierie circulaire, qui est un concept qu'on a développé à la SFGP, l'usine du futur et le numérique, et la décarbonation. Et en se basant sur ces enjeux majeurs, on a mis en place une nouvelle organisation qui repose sur 7 pôles. Donc ces pôles se veulent pérennes et réunissent les groupes thématiques qui sont vraiment l'instance, l'équipe qui anime son domaine. Donc les pôles sont au nombre de 7. Donc il y a un pôle sur les fondamentaux, un pôle sur la conception des procédés, un pôle sur la diffusion vers la société, traitement et valorisation, solide divisé, séparation, et aujourd'hui, nous sommes dans le pôle réacteur et bioréacteur. Donc voilà, donc, je ne vais pas prendre trop de temps, juste ne pas oublier que parmi nos grands événements, il y a également le prix de la thèse, le prix de thèse SFGP. Donc chaque année, et on l'a remis semaine dernière lors de la journée Catala-Le-Thor sur les machines quantiques. Donc chaque année, nous remettons le prix de thèse SFGP, donc qui est là pour récompenser la meilleure thèse en génie des procédés. Et lors des années des congrès, donc ce prix de thèse est remis lors du congrès. Mais bon, je suis trop bavard peut-être, et donc je vais laisser la parole à Patrick Cognier et François Jérôme qui vont vous en dire plus sur le GT réacteur activé. Merci et bon webinaire à tous. Merci beaucoup François. Donc bonjour à tous. Donc on est très heureux de vous accueillir dans ce webinaire qui est le premier webinaire du tout nouveau groupe réacteur activé. Donc qui a tout juste qui a été créé donc en octobre 2024. Donc il y a tout juste un an. Cette thématique est très large, hein, donc elle s'adresse aussi bien à la communauté procédé qu'à la communauté chimie. Donc les activations, ce sont des outils du Green Process, donc cette discipline qui vise à concevoir des procédés plus propres et plus sûrs.
puisque bah, l'idée est d'économiser la matière, hein, de favoriser les sélectivités, les transferts de matière. Donc les activations ont un rôle très important à jouer. Euh, et donc, voilà, je laisse la parole peut-être à François s'il veut dire deux, trois mots. Donc, ce groupe est animé par François Jérôme, qui est directeur de recherche à l'IC2MP, et moi-même qui suis enseignant-chercheur au laboratoire de génie chimique. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, et pas beaucoup de choses à rajouter. Patrick, tu as bien résumé. Donc moi, je suis plutôt chimiste. Je suis pas là. Patrick représente plutôt la partie génie des procédés, moi la partie chimie. Et je pense que ce genre de GT est important. On le voit. Donc nous, on a pas mal une expertise dans tout ce qui est, on va appeler catalyse assistée. On va parler d'induction, d'ultrasons, d'électrochimie aujourd'hui. Et souvent, parfois, on est confronté à des problématiques qui sont au-delà des problématiques simples, je dirais, de la chimie. On a des problèmes de diffusion, soit de photons, soit de génération de bulles de cavitation, comme on va parler, etc., etc. Et qui doivent faire appel justement à je dirais, à des collaborations, des discussions entre la chimie et plutôt le génie des procédés. Et je crois que ce GT est vraiment l'occasion. Et je suis extrêmement ravi de voir qu'il y a déjà pas mal de participants de connectés. Donc on voit que c'est une thématique qui suscite de l'intérêt et on vous remercie beaucoup pour ça. Voilà, il y a deux webinaires, donc le premier aujourd'hui et le deuxième donc le 20 novembre, donc la semaine prochaine. On a essayé voilà, de représenter le maximum de techniques d'activation dans ces deux webinaires. Juste pour préciser une chose, pour les questions, en fait, vous posez vos questions dans le Q&R qui est, vous avez le petit icône en bas, enfin moi sur ma fenêtre c'est en bas. Et donc avec Patrick, on relaiera vos questions directement aux intervenants. Ce sera plus simple, ça évitera un petit peu une cacophonie entre tout le monde. Donc on va faire comme ça. La moindre question, vous allez sur le Q&R et nous donc on reportera la question. Voilà, donc on va essayer de respecter le timing, donc présentation d'environ 25 minutes avec 5 minutes de session de questions-réponses. Donc François, je te laisse On présenter commence? le premier Ah intervenant. ben, on est just on time, 10h10, c'est parfait. Eh Voilà. ben, c'est parti. Eh bien, je vais introduire le premier intervenant. Je suis très content de vous présenter Bruno Chaudret, qui est directeur de recherche au CNRS et qui au LPCNO à Toulouse, donc qui veut dire Laboratoire de physique et chimie des nano-objets. Et Bruno est un spécialiste de l'induction magnétique pour la catalyse hétérogène. Il va nous en donner quelques mots dans quelques minutes. Et Bruno est également représentant donc à l'Académie des sciences françaises. Donc Bruno, merci beaucoup pour ta participation. Et écoute, eh bien, je vais dire, the floor is yours, hein. Ok, le micro est ouvert. Merci beaucoup. Donc, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je ne suis pas du tout spécialiste de génie des procédés, mais euh, avec ce qu'on a fait récemment, je me suis aperçu qu'on avait besoin de génie des procédés. Donc, peut-être que cette présentation permettra de trouver des nouveaux collaborateurs. Donc, je vais vous parler d'induction magnétique pour la catalyse, pas en solution. On va regarder essentiellement la catalyse hétérogène. Donc, ma formation, c'est la chimie organométallique. Et chimie organométallique permet de faire des nanoparticules des nanoparticules et sur une période et même plus de 25 ans ou 30 ans, oh oui, non, 35 ans, on s'est intéressé à faire des particules de taille précise, donc des petites qu'on stoppe pratiquement à l'étape de nucléation, des grosses qu'on laisse grossir, mais avec des processus de corrosion, réparation qui permettent de faire des particules monodisperses, ou alors des formes bizarres qui sont dues à la croissance le long des axes cristalographiques, mais qui permettent de faire des jolies choses. Et
quand on s'est intéressé aux particules, vite, il y a des physiciens qui nous ont dit, est-ce que vous savez faire des particules magnétiques? Parce qu'il y a plein d'applications. Et oui, on sait faire des particules magnétiques, donc on a travaillé sur les particules magnétiques, fer, cobalt, nickel, alliage, etc. Et ces particules, quand elles sont d'une taille inférieure à une taille critique, pour le faire 26 nanomètres, elles sont monodomènes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les spins portés par les atomes individuels se résument, comme on dit en anglais, sur un seul macrospin qui est le moment magnétique de la particule. Ce moment, il s'aligne sur les axes cristallographiques et quand on va forcer le retournement, alors je remets ma belle animation, quand on force le retournement, on va passer cette barrière thermique et on va décrire ce cycle d'hystérésis. Et en faisant ça, on va chauffer la particule, on va récupérer l'énergie qui est dans la barrière de rotation de la particule et l'énergie, elle est proportionnelle à la fréquence d'excitation, c'est-à-dire la fréquence qui permet le retournement, et à l'aire du cycle d'hystérésis. Et ça dépend du moment magnétique, de la particule, etc. Donc, on a, on peut chauffer des particules par, induction. Mais il y a une autre méthode pour chauffer pour chauffer par induction. Elle est bien connue, ce sont les courants de Foucault. Et les courants de Foucault qu'on utilise sur les plaques de chauffage qu'il y a dans votre cuisine, j'imagine. Et là, le principe est simple, c'est-à-dire que quand on a un courant qui circule dans un sens, on induit dans un, dans un, dans un métal, dans un conducteur, un courant dans l'autre sens. Et ce courant, en circulant, va, par effet Joule, générer de la chaleur. Et donc, on peut chauffer comme ça de manière efficace et c'est utilisé en métallurgie, etc. Donc, on a deux méthodes pour chauffer des réactions chimiques. Alors ça nous a conduit, en considérant les nanoparticules, à sélectionner des particules qui auront les bonnes propriétés magnétiques, à la fois aimantation à saturation et anisotropie, et la bonne taille qui permettra d'avoir un chauffage qui est maximum. Ça nous a occupé pas mal de temps, comme vous voyez en bas, mais maintenant, on a toute une palette de nanoparticules de métal pur et d'alliage qui vont chauffer. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on fait des particules par la méthode de chimie organométallique, mais on a des métaux qui sont très oxydables. Ça nous a conduit aussi à modifier la structure de ces métaux pour en faire des carbures, par exemple, en partant de fer zéro. Et ces carbures de fer sont très efficaces. Ce sont les nanoparticules les plus efficaces pour chauffer. Le SAR, c'est-à-dire la puissance de chauffe des particules qu'on évalue en watts par gramme, le SAR est de 3 kilowatts par gramme, ce qui est le record du monde. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'introduction, d'où je viens et comment ça a commencé. Donc ça, c'est à peu près le génie des procédés. Vous voyez ma souris là que je déplace? Oui, oui. C'est bon, on la voit, Bruno. Donc ça, c'est le génie des procédés à l'état zéro, je pense. C'est-à-dire qu'on a pris une bouteille Fischer-Porter, un petit réacteur en verre, on a bobiné autour du fil électrique, on a un petit générateur ici, et on a regardé si ça chauffait. Et oui, ça chauffe.
Ça chauffe et on a regardé la pression. Et quand on met du CO et H2, 4 bars, on voit qu'on a une perte de pression quand on chauffe et que si on a des nanoparticules de fer, bah, ça descend lentement. Avec fer-cobalt, ça descend plus vite et fer-ruthénium, ça descend encore plus vite. Et quand on prend le spectre de masse, on voit qu'on a du méthane, éthane, propane, butane, etc. Donc on fait du Fischer-Tropsch. Alors, question génique des procédés, c'est même pas le stade 0, c'est le stade -1, mais la preuve de concept est là. Je passe, je vais quand même dire que ça nous a conduit aussi de travailler en solution. Et en solution pour faire des réactions qui sont difficiles, comme l'hydrodésoxygénation, par exemple. C'est une réaction qui est difficile, qui se fait normalement à haute pression et haute température. Si on a des particules qui sont surchauffées dans un milieu en solution, on arrive à avoir des rendements excellents avec des consommations énergétiques qui sont raisonnables. Et ça vient de quoi? Ça vient du fait que en solution, alors je ne détaille pas, hein, mais on a fait un Arrhenius plot pour trouver quelle était la température à la surface des particules. S'il y a des questions, j'y répondrai. Mais on a pu déterminer que les mêmes particules dans des solvants différents, toluène, mésithylène, dodécane, hexadécane, chauffées de la même façon, elles vont avoir des températures de, du mélange qui va être pour le toluène 105 degrés, le mésithylène 160, etc., mesuré avec un thermocouple, et les températures de surface vont être toutes nettement supérieures. Donc on peut induire des points chauds à l'intérieur de liquides entre guillemets froids. Et ça, c'est important. On a fait un peu de chimie fine et on pourrait continuer, mais c'est important pour faire des réactions en solution. Venons-en à la partie hétérogène. Je n'ai pas regardé mon heure de départ, mais on dirait que j'ai passé 6 minutes à peu près, 6-7 minutes pour Tu as l'instant. commencé à peu près. De toute façon, tu as jusqu'à 10 minutes. 35, encore 15 minutes. Et donc, on a commencé par la réaction de Sabatier. Bon, c'est pas parce qu'on était à Toulouse, mais parce que c'est une réaction qui est facile à l'échelle du laboratoire. La chimie de la réaction de Sabatier est facile. Ce qui est difficile, c'est le génie des procédés, la gestion de l'exothermicité de la réaction. Mais ça, au début, on s'en est pas vraiment préoccupé. Donc, on a et l'idée, c'était de participer au Power to Gas. Est-ce qu'on peut avoir des réactions qui permettent de stocker l'hydrogène et et de valoriser le CO2 sur des petites échelles. L'induction peut permettre de travailler à petite échelle. Donc, on a fait un, un setup, un dispositif de laboratoire très simple, c'est-à-dire on a une bobine d'induction ici, et à l'intérieur passe un réacteur en verre, et ce réacteur en verre, avec un verre frité, on aperçoit peut-être en noir le catalyseur, et donc ce sont des nanoparticules qui sont chauffées par induction. Euh, Le catalyseur, c'est des nanoparticules qu'on a déposées sur un support. On a utilisé le Cyralox, c'est une alumine qui est dopée avec de la silice simplement parce qu'on en avait et on a commencé à regarder. Et la question c'était, est-ce que des nanoparticules qui sont chauffées localement vont pouvoir garder suffisamment de chaleur pour faire de la catalyse ou est-ce qu'on va diffuser trop vite la chaleur et qu'il ne se passera rien?
J'avais eu des discussions avec des spécialistes là-dessus, ils n'étaient pas trop optimistes. Donc, on a fait la réaction et on a eu 2% de rendement en méthane. C'est modeste, mais c'est la preuve que c'est possible. Donc, on a amélioré notre catalyseur en mettant une couche de nickel en surface. Là, on voit la couche de nickel par microscopie électronique. Et on est passé à 14% de rendement, un peu mieux. Mais on peut aussi faire le design, enfin faire la synthèse de nanoparticules pour lesquelles on va rechercher la propriété qui nous intéresse. Donc, on a fait des alliages fer-nickel. Donc, on a fait des particules de fer-nickel 3. On voit que le SAR, il baisse. La puissance de chauffe baisse. On est parti de, de, de l'ordre du kilowatt, on n'est plus qu'à 600 watts. Et c'était pas encore assez bon. On a remis une couche de nickel par-dessus. On est passé à 350 watts par gramme. Mais là, quand on fait la réaction, on a 100% de rendement. Alors, ça nous a perturbé parce que normalement, on s'attendait à avoir l'équilibre thermodynamique. J'ai essayé d'être provoquant dans des publis ou pour voir s'il y avait un retour, mais bon. En tout cas, c'est le résultat. On a un système maintenant où on peut faire le design de nanoparticules pour répondre à une réaction qui est facile, on va dire, mais pour répondre à une réaction donnée et avoir des bons rendements. Quand on a travaillé là-dessus, on s'est dit aussi, les nanoparticules faites par chimie organométallique, c'est super parce qu'on peut tout moduler, on peut faire le design, mais ça a un coût. Ça a un coût, ça peut friter, ça peut s'oxyder. Et donc, on a cherché des moyens de chauffage qui soient, euh, qui soient plus simples. Et on est passé sur la paille de fer. Sans faire de publicité, c'est de la paille de fer Castorama. 100 grammes, ça coûte 1 ou 2 euros, je ne me souviens plus. Mais on a pris de la paille de fer Castorama et ça chauffe super. Ça chauffe super et même on peut faire de la chimie sur la paille de fer, par exemple du sol-gel pour déposer une couche de silice sur laquelle on peut déposer du nickel ou directement du nickel sur le fer. On a bien caractérisé cette paille de fer et on a essayé simplement en prenant cette paille de fer sur laquelle on a déposé du nickel, mélangé à du Cyralox qui sort du pot. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut faire de la méthanation. C'est un système qui est très très stable et avec une sélectivité qui là n'est pas 100%, mais de l'ordre de 98% en méthane. Et là, ce qu'on obtient, c'est ce qui est attendu pour l'équilibre thermodynamique à la température considérée. On a donc un système robuste. On s'est amusé aussi, et je le mentionne, c'est que la paille de fer, une fois fonctionnalisée, c'est un petit bout de fil de fer qu'on prend avec un aimant et on peut mettre ça dans un tube de Schlenk et hop, on hydrogène le styrène, on retire, on peut hydrogéner le nitrobenzène, faire de l'HDO et même cliver, mais c'est plus dur, des liaisons CO. Donc on a un moyen de chauffage qui est efficace et durable. Alors maintenant, voilà notre expérience en génie des procédés. Donc je vais vous demander de ne pas être trop méchant, mais on a essayé de faire un pilote avec l'idée d'enrichir le biogaz, du, du biogaz tel que produit par une usine de biogaz, en 100% de biométhane.
Donc, il a fallu monter en débit. Euh, Quand on monte en volume et en débit, on monte en crédit, donc il y a besoin de plus d'argent. Donc on s'est limité, c'est pas un gros pilote, hein, on travaille à 10 bars avec 4 litres par minute de gaz et on va regarder l'efficacité énergétique. Le système catalytique, c'est la paille de fer parce que ça coûte rien et on a synthétisé différents catalyseurs à base de nickel sur différents oxydes. Sérine, zircone, le mix cérium zirconium oxide, oxyde de titane et alumine. Et ce qu'on a vu, c'est que on a d'abord des bons rendements avec des bonnes sélectivités, mais aussi qu'on utilise, ça c'est, si j'entoure ça, il y a quelque chose qui s'est mis sur mon écran, mais c'est peut-être pas partout. Et ce qu'on voit, c'est qu'on utilise des champs magnétiques de 2 millitesla ou de 3 millitesla, ce qui, euh, j'ai la valeur en watts, mais c'est des quantités d'énergie qui sont très très faibles. Donc oui, on a là, hein, c'est de l'ordre d'une dizaine de watts qui sont utilisés. Et donc en fait, pour ce pilote, l'induction magnétique sert à allumer la réaction et après on peut l'entretenir en envoyant des pulses électromagnétiques juste pour maintenir la température. Et comme ça, on a pu arriver à avoir de bons résultats. C'est pas sur cette slide, c'est sur l'autre. Alors, le pilote, il consiste en quoi? Ben, déjà, ici, on voit une bobine et un réacteur qui sort de la bobine. Et puis, dessous, on a un condenseur. Et voilà. Et le réacteur, ben, c'est deux tubes en verre qui rentrent l'un dans l'autre avec un verre frité au bout. Et ce qu'on voit sur la droite de l'écran, c'est ici le catalyseur où on a le catalyseur a une couche de paille de fer. Enfin, on ne voit pas très bien, mais on mélange la paille de fer au catalyseur pour chauffer. Est-ce que je peux enlever ça? Voilà. Voilà. Alors, quand on est à un simple passage, en fait, en partant de biogaz et en se mettant sous hydrogène, donc le biogaz, c'est la composition initiale du gaz, c'était ça, donc le, le méthane et CO2 qui proviennent du biogaz et puis l'hydrogène, et on a pu enrichir le mélange, mais il restait encore pas mal de CO2 de biogaz. Pour être injectable, il nous fallait continuer. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, plutôt que de séparer le CO2 pour faire du méthane, c'est de faire deux passages. Donc, pour simuler ça, on a pris du vrai biogaz qu'on a enrichi, et puis on l'a enrichi en méthane pour retrouver les proportions de, euh, les proportions de sortie du premier réacteur. Ça va être plus clair ici. Donc, on fait un premier passage, une pression de 10 bars. Ça, c'est le mélange tel qu'il est dans le biogaz. On rajoute l'hydrogène. Et la conversion du CO2, c'est 82%, mais la composition du mélange, c'est ça. Et quand on fait un deuxième passage dans deux conditions différentes, on peut regarder la ligne du bas.
On voit que ça correspond bien aux proportions, disons, du premier passage, et on arrive à des quantités de méthane, CO2 et hydrogène qui permettent de, d'injecter directement le gaz obtenu dans les réseaux. Ça a été fait par une maturation avec Toulouse Tech Transfer et Teréga sur la plateforme Solidia qui est dans le Lauragais. Donc, on a fait une preuve de concept avec un petit pilote. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est passer à quelque chose de plus grand et avec des efficacités énergétiques qui atteignent 77%. Et la dernière chose, c'est que la chimie, ben, ça se passe à 10 bars, mais parfois à plus. Est-ce qu'on peut monter en pression avec l'induction magnétique? Et ça, c'est une collaboration avec Technip Energy, où on est monté à 50 bars pour la synthèse de l'ammoniac, essayer de faire de la synthèse de l'ammoniac. Donc le principe est le même, alimentation en gaz. On a un réacteur qui est chauffé par induction magnétique, une bobine, c'est le même, un condenseur, et puis différents trucs, mais un analyseur de gaz en ligne. Le réacteur, ben, on ne peut plus utiliser un réacteur en acier. On ne peut pas utiliser en verre, les pressions sont trop hautes. En acier, l'acier va chauffer par l'extérieur, on va perdre le bénéfice de l'induction magnétique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est un réacteur en carbure de silicium avec une reprise ici qui est en acier sur lequel on peut le mettre sur les arrivées de gaz. À l'intérieur de ce réacteur en SiC, on a un tube de verre, pareil, avec un verre frité sur lequel on vient déposer le catalyseur et la paille de fer. Le catalyseur, on a choisi un catalyseur à base de ruthénium Bruno, parce que excuse-moi, il te reste 1 minute, Bruno. il me reste 2 slides. Ah, ok, ça marche. Donc, on a synthétisé des catalyseurs par voie organométallique et par voie classique d'imprégnation. Ça, c'est le pilote où on voit la bobine, le réacteur et les arrivées de gaz. Et voilà les résultats dans lesquels on montre que on arrive à synthétiser de l'ammoniac avec à basse température et avec des rendements qui sont, disons, comparables à ce qui se fait dans la littérature. Si on regarde bien précisément, c'est plutôt mieux. Donc, on a un système simple, robuste, pour faire de la catalyse et de la synthèse de l'ammoniac dans des petites conditions. Donc, en conclusion, l'induction magnétique, c'est facile, c'est efficace. Donc, les efficacités énergétiques, quand j'en ai parlé pour le méthane, mais partout, c'est bon. On peut utiliser des nanoparticules, ce qu'on appelle les pertes magnétiques, mais aussi les couronnes Foucault. On peut avoir des particules qui sont à la fois euh, éléments chauffants et catalyseurs. La paille de fer Castorama, c'est sensationnel. Et on peut, je n'ai pas parlé des réactions endothermiques, mais on a travaillé sur des réactions endothermiques comme la dissociation de NH3 ou le reverse water gas shift. On peut travailler en solution, etc. Et on pourrait aller encore plus haut en pression, mais là, ça nécessite encore des investissements. Et ce qu'on a toujours trouvé, c'est qu'en général, ça marche mieux quand on utilise l'induction que le chauffage conventionnel. Donc, je remercie pas mal de personnes, le PEPR, Splin et COCHEM en particulier, qui nous a aidés sur ce travail.
et des gens qui travaillent, je ne vais pas citer tout le monde, mais Angélique Gillet, Pierre Faux, Caterina Solantica et Julien Carré, qui est physicien et qui forme l'équipe qui nous a permis de faire la catalyse magnétique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Bruno. C'était passionnant. Donc, bah, écoute, quand j'irai à Castorama, je verrai plus l'enseigne de la même J'ai noté manière. aussi, oui, oui. Du coup, il y a quelques questions. Alors, attends, je vais essayer de les regrouper. Il y a deux questions sur la température. La première, c'est comment est-ce que tu calcules la température de la particule indépendamment de la température du milieu qui est mesuré? Et l'autre question sur la température, c'est que dans le cas des nanoparticules, est-ce qu'il existe une grande différence entre la température du site actif et la température moyenne du réacteur? Alors, première question, peut-être je vais répondre à la deuxième. Oui, il existe une grande différence. Alors, il faut distinguer la solution de la catalyse hétérogène. Sur la solution, on peut mesurer la température du solvant, ça c'est facile. Et pour calculer la température de surface des particules, ce qu'on a fait, c'est un étalonnage d'une réaction catalytique, hydrodésoxygénation de l'acétophénone, et on a fait un étalonnage en fonction de la température, et de là, on a tiré une loi d'Arrhenius qui nous a permis, à travers les conversions qu'on a observées par induction magnétique, de proposer une température de surface. Et c'est là où on a vu une très grosse différence entre la température de surface, par exemple dans le toluène, proche de 240 degrés, alors que le milieu était autour de 110 degrés. Pour la catalyse hétérogène, euh, on a, on a, on a 36 méthodes pour mesurer la température, mais aucune n'est bonne. C'est-à-dire qu'on a utilisé un pyromètre, on a une caméra thermique, on a des thermocouples. Donc de tout ça, on va bien connaître la température moyenne. Mais ce qu'on sait, c'est que ça ne va pas être homogène. C'est-à-dire, il y a des gradients de température qui peut-être, quand on a des petits réacteurs et un gas flow qui est suffisamment rapide, explique qu'on a des conversions qui sont différentes de ce qu'on attend pour l'équilibre thermodynamique. D'accord. Alors justement, sur cet équilibre thermodynamique, il y a une autre question qui est de Frédéric Meunier, qui est le déplacement de l'équilibre thermodynamique n'est-il pas dû justement à des gradients de température dans le lit? Donc je pense que tu y as plus ou moins répondu. Je pense que c'est ça, mais le truc, c'est comment bien le mettre en évidence. Et donc, Ouais. peut-être j'en discuterai avec Frédéric. Et il y a deux autres questions, donc plutôt sur les applications. La première, c'est est-ce qu'on peut imaginer des solutions industrielles avec la paille de fer? Et la deuxième question, qui est indirectement liée, c'est est-ce qu'on peut appliquer cette technique aussi à la dépollution des hydrocarbures? Alors, sur le premier, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser la paille de fer ou alors des choses plus sophistiquées. On discute avec des gens à Lyon de mousse métallique. On peut regarder, mais je crois que ça ouvre un champ de recherche qui est intéressant. Et oui, on peut s'attaquer, par exemple, on peut faire du craquage, de l'hydrocraquage par cette méthode-là. On l'a fait à preuve de concept de laboratoire, hein. Tout ce qu'on, le plus qu'on a fait en génie des procédés, c'est ce que j'ai montré. On n'a rien dans les tiroirs en génie des procédés, mais en preuve de concept chimique, on a fait beaucoup de réactions et on a fait de l'hydrocraquage. Juste une question de curiosité, en termes de température, tu pourrais monter jusqu'à combien comme ça en surface? T'es limité à un moment ou? Oui, je suis limité. Par exemple, on, on a fait fondre du verre, évidemment. Ouais. On a fait fondre aussi du quartz, qui est quand même Ah, plus ah oui, difficile. Quand on a vu le réacteur qui commence à... C'est avec des particules de fer-cobalt, mais elles ont une température de Curie, donc la température où elles s'arrêtent d'être magnétiques,
de plus de 1000 degrés, alors que le nickel, c'est vers 400-500 degrés. Donc aussi comme ça, con- on peut contrôler la température qu'on souhaite atteindre. Mais avec le fer cobalt, ça a été, ouais, Oui, ouais. c'est une belle expérience. Moi, c'est Donc on peut visuel. monter en température. Ok, bah écoute, je vois l'heure qui passe. Je te remercie beaucoup, Bruno, pour ton intervention. Je pense que s'il y a d'autres questions, les gens peuvent aussi te contacter en Oui, direct, oui. ceux qui sont intéressés. Il y a mon Bah écoute, mail. merci à toi et je vais donc repasser la parole à Patrick pour l'intervention Merci. suivante. Merci. Merci beaucoup, Bruno, et merci, François. Donc, on va passer à notre type d'activation maintenant, qui est l'activation sous ultrasons, avec une présentation de Stéphane Baube, donc, qui est professeur au laboratoire de rhéologie et procédés donc, à l'Université de Grenoble-Alpes, et qui va parler donc de l'intensification des transferts et de la réactivité par ultrasons. Bonjour à tous. Merci bien pour cette introduction. Vous m'entendez bien? Tout Oui. va bien? Parfait. Merci à tous pour cette introduction. Merci également pour l'invitation et pour l'organisation de cette matinée. Donc, je suis en effet enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes et je vais vous parler de l'intensification des transferts et de la réactivité par ultrasons. Voilà. Je ne sais pas quel est le panel des personnes qui assistent à cette présentation. Donc, je vais faire d'abord un rappel, une présentation sur les généralités des ultrasons. Et puis après, je détaillerai 4 points qui font intervenir tout ce qui est réactivité, montée en échelle et intensification des transferts. Donc, en ce qui concerne la présentation des ultrasons, les ultrasons sont des ondes acoustiques qui sont inaudibles à l'oreille humaine, à peu près au-dessus de 18 kHz. On distingue généralement les ultrasons de basse fréquence et des ultrasons de haute fréquence et de très haute fréquence. Vous avez la gamme entre 18 et 100 kHz pour tout ce qui est basse fréquence et au-delà pour tout ce qui est haute fréquence. Et vous avez différentes applications, beaucoup qui sont centrées sur tout ce qui est de la basse fréquence, des applications industrielles qui font intervenir beaucoup de puissance. Vous avez le nettoyage, démoussage, etc. Vous avez des applications industrielles également à basse fréquence. Et puis vous avez à très haute fréquence toute une partie qui est en lien avec le diagnostic médical. Et sur la haute fréquence, autour de 200-600 kHz, on va dire, vous avez tout ce qui est sonochimie qui intervient. Donc les effets induits lorsqu'on soumet un liquide aux ultrasons sont multiples. D'abord, on a un effet thermique dû à l'échauffement progressif du fait de la perte de l'énergie acoustique qui se dissipe dans le milieu. Et ben ça, je ferai des petits focus sur des types ultrasons, on va dire. En voilà un premier. Cet effet thermique est à la base d'une méthode de caractérisation des réacteurs ultrasonores qui s'appelle la calorimétrie, qui consiste à savoir quel est le transfert, la quantité d'énergie acoustique qui est transférée au réacteur. Vous avez également comme effet induit tout ce qui concerne la cavitation acoustique qui correspond à la formation et progressivement l'oscillation et l'implosion des bulles de vapeur de solvant. On va revenir dessus dans la diapo suivante. Là, le troisième effet très connu correspond à l'apparition de courants acoustiques qui, du coup, crée un mouvement global de notre fluide avec des cellules de convection. Et puis un effet qui est plutôt visible à très haute fréquence, tout ce qui est nébulisation, et donc on a comme ça des nébuliseurs, et tout ce qui correspond à la dispersion, à la nébulisation de différents produits. Euh, un petit mot sur la cavitation ultrasonore, donc. Je sais par rapport au public, la cavitation correspond en fait à la vaporisation du liquide à température ambiante du fait de l'abaissement de la pression, en dessous de la pression de vapeur de saturation. Et donc, lors de la propagation de notre onde, on a localement la pression qui est susceptible d'être inférieure à cette pression de vaporisation. Et donc, du coup, on a une bulle de cavitation qui va grossir progressivement, qui va osciller et à un moment, elle va imploser brutalement. Et lorsqu'on a cette implosion brutale, on a une
libération d'énergie forte et on a donc des températures, des pressions qui sont extrêmes. Tout à l'heure, Bruno parlait de points chauds dans des liquides froids, ben là, c'en est un vraiment typiquement. Un petit panel des différents dispositifs qui peuvent exister technologiquement. À basse fréquence, vous avez des barreaux vibrants tels que celui-ci. Vous l'avez ici également. Là, vous avez 4 barreaux vibrants qui sont insérés dans un dispositif qui a été euh, publié par Collins en Australie pour faire du traitement de sédiments. Vous avez ici très classiquement une sonde qui peut être mise directement dans un réacteur ou à l'envers en forme de cup horn. Donc ça, c'est une sonde qui est souvent utilisée dans les laboratoires pour disperser de la matière. Vous avez des transducteurs collés sur une plaque, tels que ici les bains ultrasonores pour faire du nettoyage. Et vous avez, beaucoup plus compliqué technologiquement, des tubes vibrants parfaitement accordés, donc ici qui s'appellent sonitubes. Et ces sonitubes sont accordés à la fréquence, donc le sonitube de 20 kHz n'a pas la même tout à fait dimension que celui à 35 kHz, et il vibre dans toutes les directions. Et vous avez également des dispositifs à haute fréquence, plutôt des dispositifs, on va dire, faits maison dans les laboratoires, avec un transducteur en bas ici, avec souvent un petit ventilateur ici pour refroidir, et vous avez votre réacteur qui est au-dessus, avec les ondes qui sont dispersées dans la phase liquide ici. Il existe également des transducteurs immergeables plus commerciaux, de section généralement carrée. Vous en avez ici un exemple. Ça peut être par exemple de 400 kHz. Donc les utilisations sont diverses. On utilise plutôt, vous l'avez compris, les ultrasons de basse fréquence pour, entre guillemets, une action physique, mécanique, avec différentes applications, telles que celles qui sont listées ici, ou des ultrasons de haute fréquence. Quand je dis haute fréquence, c'est 200-600, ce n'est pas les très hautes fréquences, pour leur action chimique. On va voir des exemples très bientôt. Donc, je vais vous parler maintenant un petit peu de tout ce qui est réactivité et ultrasons. Il y a quelques années, ça commence à faire, on a eu des publications sur tout ce qui est l'effet de la fréquence par rapport à la sonolyse du phénol, et on s'est rendu compte que à 487 kHz, eh ben, le phénol était dégradé par juste l'imposition d'ultrasons. Et plus récemment, il y a d'autres travaux qui ont été faits, par exemple, sur du 4-cumulphénol, et qui montrent qu'on a une dégradation à 300 et à 600 kHz. Donc, pourquoi, quelle est la base de ce phénomène? En fait, si on a notre bulle de cavitation ici qui implose avec des températures extrêmes et puis assez loin, on a donc le cœur de notre solution, le bulk, qui est à température à pression ambiante. Et au niveau de la bulle de cavitation, on a les composés qui sont hydrophobes et volatiles, qui ont donc des propriétés physico-chimiques qui vont faire qu'ils vont aller dans la bulle. Et à ce moment-là, ces composés cibles vont être attaqués par pyrolyse, par destruction directe. Mais également, au sein de cette bulle, on a une dissociation thermique de l'eau qui va générer des radicaux. Ces radicaux vont être éjectés vers la solution. Et donc, les cibles qui sont hydrophiles et non volatiles vont être attaquées par les radicaux à ce niveau-là. Et on a également une recombinaison des radicaux et production de peroxyde d'hydrogène, qui peut d'ailleurs être une deuxième méthode de caractérisation de nos réacteurs. Et puis à l'interface, on a des composés intermédiaires. On va voir un exemple tout à l'heure, qui subissent à la fois une pyrolyse, une attaque radicalaire. Et donc, si on prend l'exemple, par exemple, de deux composés chimiques assez différents, ici vous avez un colorant, le naphthol blue black, qui est très soluble en phase aqueuse, et puis vous avez un nonylphénol avec une tête polaire ici et une queue apolaire, qui est beaucoup moins soluble, et ils n'ont pas du tout les mêmes propriétés physico-chimiques. Mis dans un réacteur à 300 kHz avec un volume de 400 millilitres. Ici, vous avez donc la dégradation du colorant seul,
et vous vous rendez compte qu'au bout d'une heure, à peu près, on a éliminé 80% de notre concentration initiale, et tout simplement parce que le nonylphénol, représenté en bleu ici, est attaqué par les radicaux qui sont générés et éjectés hors de la bulle. Si par contre on s'intéresse au nonylphénol seul, on s'aperçoit que la cinétique est beaucoup plus rapide, étant donné que le nonylphénol est plus proche de la bulle de cavitation et qui va aller à cette zone interfaciale, et il va y avoir une partie destruction directe, et également les radicaux sont beaucoup plus accessibles, le composé est beaucoup plus accessible par les radicaux. Et si on fait évidemment, ce qui est intéressant, c'est si on met les deux composés, que se passe-t-il? À ce moment-là, le nonylphénol a sa dégradation qui n'est absolument pas affectée par le naphthol blue black, mais par contre le naphthol blue black a une cinétique beaucoup plus lente et sa dégradation est affectée, tout simplement parce que on a un effet d'écran de la part du nonylphénol qui récupère entre guillemets beaucoup plus de radicaux, et ces radicaux ne sont pas utilisés par le naphthol blue black lorsqu'il est en compétition. Je vais vous parler maintenant de quelques méthodes couplées et de montée en échelle. On vient de voir par exemple que le nonylphénol, le phénol ou d'autres composés peuvent être sonodégradés. Vous avez l'exemple ici du biphénol A, un composé qui a longtemps été étudié ces 10 dernières années. Bon, on s'aperçoit également que on reste sur des volumes à faible échelle, et si on s'intéresse au carbone organique total, au COC, qui correspond en fait à la conversion ultime de notre composé en CO2, et ce qui est plus intéressant en termes environnemental, eh bien, sur les 10 premières minutes, on est quasiment nul, et même au bout de 5-6 heures, c'est quand même pas extraordinairement efficace. Donc on s'est intéressé souvent à coupler ces ultrasons à d'autres technologies. Le premier exemple que je vais vous montrer est le couplage des ultrasons de haute fréquence avec du photophantom. Donc c'est un partenariat qui a eu lieu avec la plateforme solaire d'Almeria, où ils ont des slots, des dispositifs comme ça à disposition, et ils ont des collecteurs paraboliques solaires qui sont optimisés. Vous les avez au-dessus, et si on tourne le dispositif, on voit ici un récipient dans lequel on a mis un pavé immergeable à 400 kHz avec une pompe qui fait passer la solution dans le CPC, et également au-dessus du générateur ultrason. On travaille à 35 kHz. La difficulté, c'est de ne pas franchir la température de Curie sur laquelle on aurait dégradation du matériau piézoélectrique. Et donc, on ne peut pas non plus travailler à des températures très élevées. D'où la présence d'un groupe froid ici. Donc, je reprends mon exemple du biphénol A. On part à 80 mg par litre, ce qui est quand même assez élevé. Et si on fait un couplage, vous avez en bleu le photophantom seul, et en rouge, vous avez la combinaison des deux, et on s'aperçoit qu'on a un effet synergétique, et que surtout le carbone organique total diminue nettement. Et donc ça, c'est intéressant en termes de destruction totale environnementale de notre molécule. Vous avez le COT sur l'axe à droite. Et d'autres essais ont été faits sur d'autres molécules, telles que le phénol et le diuron, un pesticide, une urée substituée. On a également changé d'échelle en termes de concentration. Il y a des effets qui ont été faits des essais qui ont été menés à grande concentration. Et donc, on est là à la limite de la solubilité. Et à ce moment-là, on a quand même une efficacité qui est intéressante pour la synergie des deux. Et là, en fait, les ultrasons ici jouent un double rôle. Tout d'abord, il y a l'effet des radicaux, donc la promotion de radicaux qui est la base en fait des ultrasons à cette fréquence-là, et qui fait qu'on a une bonne combinaison photophantom-ultrason. Mais également, on a un effet un petit peu dispersion, agitation, qui fait qu'on met le composé en solution beaucoup plus efficacement, et donc le photophantom et les ultrasons
vont être plus efficaces. Donc ça, c'est un effet qui est intéressant. Le deuxième couplage que je voulais vous montrer, c'est la réactivité en milieu hétérogène. Donc, il faut savoir que les ultrasons sont très utilisés en milieu hétérogène pour faire de l'extraction, par exemple. Et ici, on a voulu mettre en place des ultrasons en milieu hétérogène plutôt sur la promotion de matériaux à base de microfibrilles de cellulose. Donc ici, vous avez, donc je ne suis pas un spécialiste des microfibrilles de cellulose, mais en surface de ces matériaux, vous avez des composés chimiques qui ne sont pas facilement accessibles pour faire de la chimie derrière. Et il est plus intéressant de transformer ces sites en CO-. Et ceux-là sont beaucoup plus réactifs et stables. C'est mené généralement par une méthode qui est basée sur un réactif dit réactif tempo. On a essayé de mettre en place cette réaction en présence d'ultrasons à la fois de basse fréquence dans le but de disperser, de défibriller notre matériau et également des ultrasons de haute fréquence dans le but de faire la promotion de radicaux pour faire notre modification chimique. Donc vous avez ici le dispositif et je vous ai mis à gauche et à droite les photos des technologies que je vous avais initialement montrées. Donc on a ici un Sonitube à 20 kHz pour la partie basse fréquence. Et ici, vous avez un pavé immergeable à 400 kHz pour la partie haute fréquence. Vous avez une pompe à vis excentrée, une queue de cochon ici, puisqu'on est en matériau quand même, on a une suspension, donc on est quand même assez visqueux. Et après, vous avez tout ce qui est gestion de la température, des agitations et des mesures de débit. Donc on peut travailler ici entre 3, c'est le minimum, à 15 litres. C'est généralement les essais qui ont été menés à 15 litres, avec un débit entre 200 et 400 litres par heure. Je vous ai montré juste les résultats, soit en conditions silencieuses, lorsqu'il n'y a pas de croix dans la case BF-HF, soit dans le cas où on a fait le couplage des deux. On travaille exactement dans les mêmes conditions chimiques, par rapport aux produits chimiques qui ont rajouté. Et la toute première conclusion est en fait qu'on a déjà une réduction de la durée de réaction puisqu'on passe de 4 heures à 1 heure et demie. D'autres euh, tests, d'autres caractérisations des matériaux nous ont prouvé qu'on a une légère amélioration de notre degré d'oxydation, donc un petit peu plus de CO2 moins formé. Et puis également, on a un maintien des rendements. Et donc ça, c'est intéressant. On n'a pas dégradé notre efficacité réactionnelle. Si on fait des photos des clichés MEB, on s'aperçoit également que en présence des ultrasons basse fréquence et haute fréquence, on a une meilleure dispersion de notre suspension, on a des objets plus fins, plus individualisés, et c'est pour ça qu'on arrive notamment à avoir une bonne accessibilité de notre matériau et un temps beaucoup plus court de réaction. Je vous ai mis également d'autres choses qui sont faites. Par exemple, ça c'est professeur Loranger à Trois-Rivières, à Québec, qui fait sur les mêmes thématiques de matériaux de biomasse. Et il a travaillé sur un réacteur ultrasonore que vous avez à droite ici. Et en fait, il a collé des piézos sur son réacteur qui fait quand même 45 litres et qui est pareil que nous en batch, en semi-ouvert en fait. Et donc, on a des piézos qui sont collés à 170 kHz. Je vais vous parler maintenant un petit peu des réacteurs en milieu hétérogène. La question se pose, vous avez vu, soit en microfibrilles de cellulose, soit lorsqu'on fait de l'extraction, de la présence de solides divisés. Alors, on a mené une étude fondamentale basée sur des billes de verre à différentes fréquences, 20 jusqu'à 1 méga, sur des réacteurs, que ce soit donc de la basse ou de la haute fréquence.
et en essayant d'être systématique sur certaines conditions et en faisant varier la taille des billes et la concentration des billes en verre. On s'est aperçu que notre méthode calorimétrique que j'ai évoquée tout à l'heure montrait que quelles que soient les concentrations de billes de verre, les tailles de billes de verre, les fréquences, eh bien, montrait qu'on n'avait pas de variation quasiment de cette puissance dissipée de façon calorimétrique. Et ça, c'est vrai pour différentes conditions de fréquence, de concentration et de diamètre de billes. Donc ça, voilà. On a également fait d'autres indicateurs sonochimiques et notamment la iodométrie. Alors, la iodométrie, c'est une autre méthode de caractérisation de nos réacteurs ultrasonores et ça consiste à mettre des iodures de potassium, du Ki, et de voir à quelle vitesse on a l'apparition de diodes ou de I3- dans notre milieu. Il y a d'autres méthodes qui sont basées sur la méthode de Frick, l'acide téréphthalique ou la dégradation de diméthylphénol. Ici, en abscisse, vous avez ces 4 capteurs qui ont été utilisés et qui ont été normalisés par rapport au milieu homogène sans aucune bille en verre. Et on a tracé sur l'axe des X, des abscisses, la surface développée dans notre système, dans notre réacteur, qui correspond à la surface spécifique qui multiplie la masse de particules. On s'est aperçu que en dessous d'une certaine valeur, on n'a pas d'amélioration et donc beaucoup de personnes pensent qu'on a des cycles, des cycles de nucléation qui font qu'on a une amélioration et a priori, nous, ça n'a pas été le cas dans nos conditions opératoires. Et au-delà d'un certain seuil critique, on a une baisse drastique de notre activité sonochimique du fait de la très forte concentration et des présences de surfaces développées. Ça, c'est donc été vrai pour différentes conditions, que ce soit différentes fréquences, différentes tailles de billes de verre, différents diamètres, etc. Juste, il reste 2-3 minutes. Oh, À peu donc près je le vais timing. accélérer. Un petit mot par contre sur tout ce qui est ultrasons et transfert de matière. On a fait des essais sur l'intensification du transfert de matière dans le domaine des ultrasons, de l'ultrafiltration. Et le but du jeu a été d'imposer des ultrasons afin de ne pas avoir cette couche de polarisation et ce colmatage. Des essais ont été faits à plusieurs tailles. Donc ici, échelle pilote. Ici, on va aller ici. Non, d'abord petite échelle, laboratoire, et puis on est allé jusqu'à un démonstrateur qui a une centaine de litres. Et vous avez ici l'ultrafiltration d'un composé, qui sont des levures désactivées en fait, en présence d'ultrasons. Donc la courbe violette ici, c'est la ligne de base, le flux par rapport au flux sans ultrasons. Et on s'aperçoit que pour la mise en place d'ultrasons, on a une augmentation très nette de notre flux de perméa. Ceci a été vrai pour des débits de 5, de 13 ou de 25 mètres cubes par heure. Et on est autour du mètre par seconde. Notez également qu'on peut générer des ultrasons en continu, mais on peut également, si on veut être moins gourmand de façon énergétique, travailler en pulse, c'est-à-dire travailler avec un temps d'ultrasons qui est de 50% par exemple par rapport à notre temps total. Je vais également vous montrer des résultats sur tout ce qui est intensification du transfert de chaleur. Donc ici, c'est les premiers essais qui ont été faits dans un bitube concentrique qui était dans un sonitube. Et on s'est aperçu, alors c'est un tube avec un passage de fluide chaud à l'intérieur et à la calandre, on a un fluide froid avec température entrée-sortie, chaud et froid, qui sont tracés ici. Et lorsqu'on met en place nos ultrasons, on a notre fluide froid qui se réchauffe davantage et notre fluide chaud qui se refroidit davantage. Et donc, on a une amélioration de notre transfert de chaleur dans ces cas-là. Ça a été fait évidemment
sur ce dispositif-là et on se rend compte qu'avec ultrasons, on a un meilleur transfert global de chaleur et que la présence d'ultrasons confère à notre fluide qui est en régime laminaire les mêmes effets que si on était en régime turbulent par rapport au transfert de chaleur. Il y a d'autres essais plus récents qui ont été faits sur un autre dispositif qui fait varier le diamètre, l'anthrax plutôt ici, et donc le nombre de Reynolds n'augmente pas que du fait de l'augmentation du débit, mais le nombre de Reynolds peut varier également du fait du diamètre hydraulique. On a un bloc chaud et on a des transducteurs ici, et on s'aperçoit que sur notre aspect régime laminaire ici, on a une intensification de nos transferts de chaleur que ce soit à 25 ou à 2 MHz, à 25 kHz ou à 2 MHz, et que en régime turbulent, on a conservation de cet aspect intensification des transferts de chaleur sur la courbe bleue ici à 25 kHz. Et si j'ai 2 secondes de plus, je vais passer celle-ci, qui vous montre que on a une étude systématique qui a été faite avec du 2 MHz et du 25 kHz dans le sens du courant ou en frontal par rapport à notre transfert de chaleur. Et on s'aperçoit que la position 4, qui est ici, permet d'avoir une intensification de notre transfert de chaleur. Donc il y a d'autres travaux qui ont été faits. Je vais passer. Pour conclure, un grand merci à mes collègues et doctorants, etc., notamment les 4 premiers, Nicolas Grandraxon, Sonia Molina-Boisseau, Jean-Marc Lévesque et Christian Pétrier par rapport à leur rapport au niveau des ultrasons. Et puis, je voudrais faire 2 focus sur 2 entités intéressantes dans le domaine. Tout d'abord, le GDR qui s'est transformé en réseau thématique cavitation, qui est géré par Tony Schaaf, qui est présent ici, chercheur à l'ICSM de Marcoule, et les journées sonochimie ultrasons procédés, qui ont été à la base de la mise en place de ce RT et qui sont des journées bisannuelles qui ont lieu tous les 2 ans sur ces thématiques-là. Et également le comité de développement du génie des procédés en Rhône-Alpes-Auvergne, qui est connu souvent sous le nom de section sud-est de la SFGP, et qui tiendra sa journée scientifique le 20 novembre, la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Je suis désolé pour l'accélération. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Donc, on peut passer à quelques questions. Donc, il y a 2 questions de Mohamed Mourad. Donc, la première, c'est donc, y a-t-il une application industrielle pour l'oxydation de micropolluants? Quel est le débit et concentration maximum du polluant et le type de rejet industriel? Est-ce que c'est des rejets pharmaceutiques, par exemple? Alors, pour de la dépollution telle quelle, je ne vois pas d'exemple qui existe actuellement. Euh, les ultrasons ont un coût, on ne va pas le nier. Par contre, pour des niches sur des choses industrielles de procédés, de réaction, d'aide à la réaction, ça existe. Après, c'est assez confidentiel et les gens, lorsqu'ils ont un avantage industriel, ne vont pas le crier sur les toits. Il y a des choses qui sont également faites récemment. Bon, ça a été fait par, on peut dire par la SOR et puis par d'autres traiteurs d'eau également, pour tout ce qui est boue et pour tout ce qui est vraiment là, on est la même chose que pour les microfibrilles de cellulose. On est sur de la dispersion et sur de l'intensification des boues avant méthanisation. Donc on a des générateurs d'ultrasons basse fréquence. Les boues passent dessus dans un système un petit peu de zigzag avec nos piézos et on a une amélioration, il est noté une amélioration de la quantité de CH4 produit après en méthanisation. Ça, c'est typiquement un aspect industriel qui est mis en place. Alors, deuxième question, si on a un tout petit peu de temps, donc en Excuse-moi, Patrick, je voulais juste intervenir. Ouais. Juste sur les. À ma connaissance, il y a des travaux qui se font sur les PFAS dans l'eau, et à base de Il y a des cavitation. travaux sur les PFAS, il y a des travaux sur beaucoup de composés, mais lorsque ça a été les polluants émergents, bisphénol A, etc., nonylphénol, eh bien, on a attaqué dessus. Maintenant, c'est les PFAS. Ça marche, oui. Après,
concurrentiellement, on n'y est pas encore, voilà, par rapport à tout ce D'accord. qui est énergétique. Je pense qu'on a plus euh, d'int- de possibilités vers tout ce qui est intensification des transferts. Donc, je suis allé vite malheureusement sur les transferts de chaleur et sur les transferts, l'assistance des ultrafiltrations assistées par ultrasons, par exemple. Où là, Ok, d'accord. concurrentiellement, on a fait des mesures de puissance hydraulique. Et lorsqu'on met les ultrasons de puissance hydraulique plus puissance ultrasonore, et on est dans le même ordre de grandeur, même légèrement inférieur de 10%. Bon, on va dire qu'on on est concurrentiel à ce niveau-là. Ah, Merci. deux petites dernières questions. Donc la première, c'est en catalyse hétérogène, avez-vous rencontré un cas inhibiteur du milieu réactionnel? Comment l'éviter? Et la deuxième question, c'est quel scale-up peut-on envisager avec ces techniques? Alors, pour tout ce qui est catalyse hétérogène, je ne suis pas un spécialiste. Il y a des choses qui ont été faites, peut-être que les gens de Marcool, s'ils pourraient y répondre. Donc, inhibiteur, je ne sais pas. Il y a des essais qui sont faits. Je peux pas aller plus loin. Le scale-up, oui, c'est un gros challenge. Je vous ai montré à un moment des essais de Collins en Australie, je sais pas, sur de la basse fréquence qui avait pour intérêt. Le but du jeu, c'était d'avoir des composés qui sont sur sédiments et qui sont donc adsorbés et de mettre des ultrasons basse fréquence de façon à ce que les bulles de cavitation se fassent sur les sédiments et attaquent directement les composés qui sont absorbés sur les sédiments. Et ça a été à grande échelle. Ils travaillaient sur du 6 kW avec des débits de quelques centaines de litres par heure. Euh, L'oranger sur de la matière dispersée, comme je l'ai dit, des microfibrilles de cellulose, tend également vers du scale-up. Donc il y a deux choses, le coût et puis le matériel qu'il faut adapter, qu'il faut mettre en place. Mais ça, c'est tout un travail de scale-up qui est passionnant. D'accord, ben, merci beaucoup. Donc, on va peut-être Merci bien. passer à la dernière présentation de Guillaume. Donc, Guillaume, on le connaît bien au LGC, hein, puisqu'il a fait sa thèse au LGC. Il a été lauréat du prix de thèse SFGP en 2024. Donc, il est chercheur, alors si je ne me trompe pas, hein, au Van Hoff Institute for Molecular Sciences, donc à l'Université d'Amsterdam. Et donc, il va nous parler, je pense, de réacteurs électrochimiques, peut-être un petit peu voilà, de micro-réacteurs et d'applications à l'électrosynthèse. Donc, c'est à toi, Guillaume. Tout à fait. Merci beaucoup de me laisser la parole. Vous voyez bien mon slide, tout va bien? Oui. Ok, super. Effectivement, je vous remercie de me laisser présenter mes courts travaux, puisque je ne suis qu'un postdoctorant à l'Université d'Amsterdam. Je pense que je suis le seul membre non permanent parmi les orateurs aujourd'hui. Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous parler un petit peu plus du mode d'activation à travers l'électrochimie. Donc, si on repart un peu du côté historique, le mode d'activation les nouveaux modes d'activation, ils sont apparus avec un concept d'intensification des procédés qui est apparu, bon, j'y étais pas, mais dans les années 80. Et c'était plutôt avec les premiers travaux, en fait, on était sur des premières technologies où on cherchait à développer des lits fixes rotatifs qui permettait en fait de remplacer des colonnes à garnissage traditionnelles. Et en fait, l'idée, c'était de concevoir des nouveaux procédés qui soient plus compacts, plus efficaces et aussi plus rentables. Donc en fait, très vite, ce concept d'intensification, il a pris une ampleur plus large, puisqu'en fait, on a cherché à réduire la taille des procédés, mais aussi à repenser la manière dont ces procédés ont été conçus. Euh, Tout en diminuant d'un côté la consommation énergétique et d'aussi l'impact environnemental de ces procédés. Et donc, pour euh, atteindre ces objectifs, en fait, plusieurs stratégies ont été développées au cours des années, notamment la mise en place de nouveaux milieux réactionnels qui ne sont pas développés aujourd'hui, mais comme les liquides ioniques ou les fluides supercritiques, mais aussi des nouveaux leviers d'activation, dont on a eu des premières présentations ce matin. Et parmi ces modes d'activation, on a évidemment l'électron, dont vous avez une très belle image générée par l'intelligence artificielle, et c'est la seule que je vous présenterai aujourd'hui. Et donc moi, aujourd'hui, je vais vous présenter plus précisément l'électrochimie comme ce mode d'activation. Euh,
Quand on utilise l'électron qui est un réactif à part entière, en fait, ces procédés ils vont offrir une réponse qui va être euh, particulièrement sélective, puisqu'en fait, on va pouvoir résoudre des problèmes environnementaux qui ont été posés depuis de nombreuses années aujourd'hui. Ces procédés, c'est des procédés qui sont hétérogènes, puisqu'on a un milieu liquide qui est l'électrolyte et les électrodes, et on va chercher en fait à convertir l'énergie électrique en énergie chimique. Donc cette énergie chimique, cette transformation de l'énergie électrique en chimique, elle a deux intérêts principaux. C'est qu'on va diminuer le nombre de réactifs qu'on va mettre en place dans les procédés et en plus, on va diminuer leur impact environnementaux. Si on veut se comprendre, il faut qu'on commence par parler le même langage à peu près. Donc pour ça, je vous ai commencé ma présentation pour présenter un peu les bases de ce qu'est un réacteur électrochimique. Un réacteur électrochimique, il est constitué de deux électrodes qu'on va plonger dans une solution qu'on va appeler électrolyte et qu'on va généralement euh, remplir de substrats d'intérêt. Et ces deux électrodes, on va les connecter avec une source d'alimentation. À l'équilibre, nos électrodes elles vont avoir une quantité entre guillemets d'électrons égale de part et d'autre. Et quand je viens appliquer une différence de potentiel entre ces deux électrodes, je vais venir euh, décaler cet équilibre. Et donc, en fait, on va générer une différence de potentiel entre ces deux électrodes, ces deux morceaux de métal, ce qui va forcer les électrons à circuler vers et depuis les électrodes. Et en fait, ce déplacement d'électrons, il va générer dans la solution un déplacement des charges qui va générer, en fermant le circuit, un courant. Et donc, ce flux d'électrons euh, le long du système est appelé le courant électrique. Et par ce déplacement des électrons dans le fil, il faut bien qu'il se passe quelque chose dans l'électrolyte. Et ce qui se passe dans l'électrolyte, si on parle en vulgarisant, c'est des réactions électrochimiques qui vont permettre en fait de euh, consommer de part et d'autre des composés, des substrats à la surface des électrodes et qui vont venir en fait appauvrir ou augmenter la concentration à la surface des électrodes euh, pour réagir de part et d'autre. Bon, maintenant qu'on parle avec le même vocabulaire, si on regarde plus précisément ce qui se passe au sein d'un réacteur électrochimique, un réacteur électrochimique, c'est ce que je vous disais, un électrolyte. Et cet électrolyte, il est composé d'abord d'un solvant. Et en fait, les propriétés du solvant vont avoir des propriétés directement reliées aux performances du réacteur, puisque l'impact le plus important en électrochimie, c'est la résistance du milieu. Et cette résistance du milieu, elle va avoir un impact sur les performances en termes de consommation d'énergie. Pour classer l'efficacité des solvants, en fait, on va les classer par résistance, et ces résistances, on la quantifie, on l'évalue à l'aide de la constante diélectrique epsilon, qui va nous permettre de dire, bah, par exemple, des solvants comme du THF ou du DCM sont des solvants plus résistifs que de l'eau ou du carbonate d'éthylène, qui est plutôt des solvants utilisés dans ce dernier cas pour des batteries. La deuxième partie de l'électrolyte, donc on a un solvant, et dans ce solvant, si on souhaite tout de même utiliser des solvants qui sont assez résistifs, on peut contrebalancer leur effet résistif en complémentant la composition du solvant par des électrolytes supports. Ces électrolytes supports, c'est généralement des sels qu'on va chercher inertes, qui ne vont pas générer de réaction d'intérêt aux surfaces des électrodes, avec généralement des sels qui vont se dissocier de façon totale et qui vont nous permettre d'avoir des porteurs de charge au sein du milieu. Dans cette solution, on va venir tremper nos électrodes. Ces électrodes, elles vont être en contact avec la solution et évidemment, l'électrode, elle va avoir un rôle central au sein du procédé électrochimique. Euh, Plusieurs facteurs vont permettre de modifier et de moduler leur performance électrochimique, de serait-ce que leur composition. Donc, on a des compositions d'électrodes allant du nickel au graphite, qui est plutôt du carbone, platine, magnésium et j'en passe. Mais aussi, non pas que la composition, mais aussi la structure et la morphologie des électrodes, où en fait, comme tout procédé hétérogène qui est l'électrochimie, on a une grandeur caractéristique qui est le rapport surface d'électrode sur le volume de la solution et qui va dicter les performances du procédé. Donc en plus de jouer sur la composition des électrodes, ce qu'on peut faire, c'est aussi jouer sur la morphologie de ces dernières. Et en augmentant ou en utilisant pardon, des électrodes plutôt poreuses, dites sous la forme de mousse
ou de grille. Donc on a ici des électrodes de nickel, nickel foam ou de carbone réticulé. En fait, on va augmenter la surface d'électrode tout en gardant un même volume et donc on améliore les performances du procédé. Si on souhaite aussi, hop, si on souhaite aussi faire de l'électrochimie, on va aussi parler de potentiel redox et fixer le potentiel de ces électrodes et parler la même référence. Pour ça, on utilise une électrode de référence qui est une électrode qui va nous permettre de fixer notre potentiel et de parler, encore une fois, la même langue. Et cette même langue, en fait, on la fixe en choisissant une électrode qui va présenter une réaction dont le potentiel est fixé. Ici, je vous présente la plus connue, qui est l'électrode Ag-AgCl, qui va nous permettre, en fait, de maintenir un potentiel fixe par rapport à cette électrode de référence versus notre électrode de travail, qui peut être l'anode ou la cathode. Et enfin, euh, qui dit réacteur électrochimique dit forcément une source d'alimentation pour donner de l'énergie électrique, pour la convertir en énergie chimique. Et pour ça, on utilise des galvanostats. J'ai trouvé ce terme un peu usué, mais on utilise plus généralement maintenant des potentiostats qui nous permettent en fait de contrôler aussi bien le courant que le potentiel dans les réacteurs électrochimiques. Un dernier élément qui me semble central dans les procédés électrochimiques, c'est l'agitation, parce que je vais le souligner plusieurs fois dans cette présentation, mais les procédés électrochimiques, c'est des procédés hétérogènes qui ont besoin d'améliorer leur transfert. Si je vous parle aujourd'hui, c'est plutôt dans un contexte de la communauté du génie des procédés. Et donc, si je vous présente les familles des réacteurs électrochimiques, on a deux grandes familles assez connues dans la communauté, qui sont les réacteurs discontinus et les réacteurs à circulation. Les réacteurs à discontinu, la première famille, c'est les réacteurs qui sont fabriqués plutôt dans les cadres de la recherche. Les premiers types de réacteurs, c'est plutôt des réacteurs type Bécher qui ne peuvent pas être plus simples que ce que vous avez en tête quand on vous dit un réacteur de type Bécher. C'est donc un Bécher dans lequel on vient tremper des électrodes euh, pour réaliser la réaction électrochimique. Le principal avantage, c'est que c'est facile à mettre en œuvre. Le principal désavantage, c'est qu'on a un rapport surface sur volume très grand et donc des performances en termes de conversion qui peuvent être très vite limitées. Un deuxième type de réacteur utilisé à l'échelle du laboratoire, encore au niveau de la recherche, c'est des cellules de type H. Donc, type H, vous le voyez, c'est plutôt pour la forme. En fait, ces types de cellules nous permettent d'un côté, avoir une électrode qui est type cathode dans ce cas-ci, et de l'autre côté, une anode et une cathode. Et ces deux compartiments, on peut les séparer avec une membrane. Et cette membrane, elle peut avoir des propriétés d'échange d'ions qui vont nous permettre, en fait, d'avoir une conductivité maintenue entre les deux compartiments, mais ce qui va permettre d'isoler en fait les réactions électrochimiques de part et d'autre. Donc c'est très intéressant euh, ce, ce- ce- ce genre de setup. Néanmoins, on complexifie le procédé parce qu'on intègre une membrane qui va avoir des propriétés à caractériser et qui va se dégrader autour du temps. Donc on a toute une problématique autour des réacteurs électrochimiques divisés, puisque les deux compartiments sont de part et d'autre. Enfin, un dernier type de réacteur qu'on utilise à l'échelle du laboratoire, c'est des réacteurs qui mettent en place des électrodes à disque tournant. Donc cette fois-ci, on n'a plus d'agitateur dans le réacteur, mais l'électrode devient elle-même un agitateur, ce qui va nous permettre en fait de faire des caractérisations un peu plus fines parce qu'on est généralement sur des surfaces d'électrodes très faibles qui nous permettent en fait de répliquer et d'avoir des surfaces d'électrodes plus facilement propres, je dirais. Bon, ça, c'était très bref. On a aussi de l'électrochimie, elle a quand même atteint le stade de la vente commerciale, puisqu'on a des setups commerciaux et des setups électrochimiques qui sont vendus dans le commerce. Je ne vais pas faire la pub pour telle et telle marque. Et un peu plus anecdotique, mais que la communauté plutôt d'électrosynthèse chimie organique tend à développer de plus en plus, c'est des setups qui sont plutôt à haut débit expérimental. Haut débit expérimental dans le monde de l'électrochimie, on est sur des hauts débits à 24 vial par setup. Donc en fait, on arrive à tester 24 conditions opératoires différentes dans un seul et même setup. Ici, en fait, on se rend compte que c'est 24 vials avec 24 types d'électrodes différents, qui sont tous connectés, puisqu'il ne faut pas oublier que l'électrochimie, il faut apporter de l'énergie. Et ça devient très vite
conséquent comme setup. Donc ça, c'était vraiment anecdotique, mais je voulais en parler. Et bien sûr, intensification des procédés, donc on passe sur des procédés qui sont continus ou à circulation. Pour les procédés qui sont encore investigués à l'échelle du laboratoire, on a le filtre presse, qui est le plus classique en électrochimie. Le filtre presse, d'où son nom. En fait, on a deux électrodes de part et d'autre qu'on va venir presser pour maintenir une étanchéité autour d'un joint, d'un casquette, qui va avoir des formes particulières pour maximiser les transferts et l'hydrodynamique au sein du réacteur. C'est le plus diffus, le plus utilisé au sein de la communauté. Si on va sur des réacteurs un peu plus anecdotiques, on a le réacteur à lit fluidisé qui m'intéresse particulièrement. En tout cas, je trouve que c'est très élégant comme solution, puisqu'en fait, on a des particules en suspension au sein d'un réacteur et ces particules se comporter comme une électrode, en fait. Donc, c'est un changement de paradigme que je trouve très intéressant. On a aussi des électrodes à disque rotatif comme précédemment, mais cette fois-ci sur des échelles beaucoup plus grandes et avec des volumes et des caractéristiques surface sur volume beaucoup plus impressionnants. On utilise aussi du gaz en électrochimie, je tenais à le souligner, en utilisant aussi des électrodes plutôt sous la forme de mousse pour maximiser le contact entre le milieu triphasique, gaz, électrolyte et électrode. Et évidemment, l'électrochimie a été aussi particulièrement influencée par la communauté de la microfluidique, où on trouve aussi des réacteurs des micro-réacteurs électrochimiques, pardon, où en fait les performances de ces procédés ont été forcément euh, maximisées, puisqu'encore une fois, procédés hétérogènes et on diminue la distance entre les électrodes. Pour les réacteurs commerciaux, de même que les réacteurs batch, des réacteurs commerciaux ont été mis en œuvre à différentes échelles, allant de l'échelle du microlitre jusqu'à plusieurs litres-heure. Si maintenant que je vous ai présenté une vue un peu plus globale de l'électrochimie, je vais vous parler un peu plus des thématiques de recherche qui m'animent aujourd'hui. Et en fait, ces thématiques de recherche, elles nous placent forcément à l'interface entre l'électrode et l'électrolyte. Et dans cette interface, on a de multiples verrous. Je ne suis pas démotivé, mais on a quand même beaucoup de verrous. Les principaux sont quand même la morphologie de l'électrode, qui va impacter de façon importante les performances du réacteur. Le recouvrement, le mouillage, en fait, la mouillabilité, pardon, de l'électrolyte sur notre électrode. Euh, les ratios des concentrations entre les espèces réactives, les produits, des catalyseurs, euh, qui vont, encore une fois, peuvent interagir avec des électrodes et des matériaux d'électrodes qui sont différents. Et donc, en fait, on a une multitude de paramètres qu'il faut investiguer, optimiser afin de mieux comprendre et aussi de mieux faire tourner nos réacteurs de manière optimisée. Et donc pour ça, je vais vous présenter deux projets que j'ai fini slash que je suis en train de réaliser. Le premier, il est dans le cadre de ma thèse que j'ai réalisée au laboratoire de génie chimique, qui va s'intéresser plus à à la compréhension, pardon, et à la modélisation des réacteurs électrochimiques. Il veut bien y aller. OK. Pour ça, je vais vous présenter un cas pratique en fait que j'ai investigué dans ma thèse, c'est la valorisation électrochimique de l'urée en hydrogène. Donc pour ça, en fait, on a une solution d'urine dont on vient tremper des électrodes dans l'électrolyte. Et si on applique un potentiel précis entre ces deux électrodes, on peut mettre en œuvre une valorisation. Donc d'un côté, une oxydation de l'urée pour former du CO2 et de l'azote tout en faisant à la cathode une réduction de l'eau pour former de l'hydrogène. Donc on avait deux problématiques qui étaient traitement des eaux usées et production d'un vecteur d'énergie. Et si on regarde de manière plutôt à l'échelle micro, en fait, à l'échelle de l'électrode, qui était une électrode de nickel, parce que ses performances électrocatalytiques ont été prouvées dans la littérature être les plus efficaces. En fait, lorsque l'on applique un potentiel, on va chercher à oxyder notre nickel jusqu'au degré d'oxydation nickel 3 sous la forme de NiOH. Et en présence d'urée, on a une réaction chimique cette fois-ci qui va nous permettre de régénérer notre substrat, donc on a un comportement catalytique, et en même temps relarguer nos produits, nos sous-produits. Donc on avait le couplage d'une réaction électrochimique avec une réaction chimique.
Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, c'est pas vraiment de vous présenter les résultats que j'ai obtenus pendant ma thèse, mais plutôt la méthodologie et comment on l'applique au génie des procédés dans un cas plus global et l'illustrer avec les résultats de ma thèse. Donc si maintenant on veut chercher à changer l'échelle, qui est quand même la problématique majeure en génie des procédés, d'un réacteur électrochimique, ben, on part je dirais, d'un mariage à trois où on sait ce qu'on a à l'électrode. Donc, on a cette interface qu'on va chercher à caractériser initialement. On a notre molécule d'intérêt, ou en tout cas ce que l'électrolyte, dont l'électrolyte est composé, et on a d'autre part l'objectif final qui est le procédé d'électrosynthèse ou d'électrodégradation, ce que vous voulez. Donc, comment on atteint ces objectifs? Bah, la première étape, c'est de réaliser des études de cinétique électrochimique. Et donc pour ça, en fait, on applique un courant ou un potentiel au cours du temps. On étudie son comportement et on regarde la cinétique du procédé, c'est-à-dire la cinétique à laquelle les réactifs vont diminuer et la formation des produits et sous-produits vont se former. Ces données vont nous permettre d'établir des bilans de matière qu'on va chercher à valider, c'est-à-dire qu'on connaît la quantité initiale de réactifs qui est présente dans notre procédé et on va chercher à identifier la totalité de ces composés au cours du temps. Et si la quantité initiale est égale à la quantité qu'on retrouve au cours du procédé de manière temporelle, ben, on est sûr qu'on comprend de manière optimale, en tout cas, l'évolution de nos substrats dans le réacteur électrochimique. Pour obtenir ces données, on utilise généralement les réacteurs que je vous ai présentés précédemment en batch, où ici, en fait, je vous montre, on est sur un réacteur avec 30 millilitres de solution. On a notre cathode, notre anode et une électrode de référence. Une fois qu'on a obtenu ces premières données de cinétique, on va chercher à faire des études plutôt in situ. Et donc pour ça, en électrochimie, on a un outil qui s'appelle la voltamétrie. La grande famille de voltamétrie, je ne vais pas la présenter ici, mais on a différents types de voltamétrie. Mais ces voltamétries, en fait, elles nous permettent de caractériser à l'échelle microscopique le comportement de l'électrode avec son électrolyte. Et donc pour ça, en fait, on fait varier un potentiel entre l'électrode de travail et l'électrode de référence, et on regarde quelle est la réponse. Et dans la réponse d'un système électrochimique, c'est son courant, quand on applique un potentiel. Dans notre cas de la valorisation de l'urée, en fait, on se rend compte que sans urée, on a un léger pic d'oxydation du nickel 2 en nickel 3, puis l'oxydation du solvant. Et en fait, quand on vient augmenter la concentration d'urée, on se rend compte qu'on a un système euh, qui augmente le courant proportionnellement avec la concentration d'urée. Donc ça met en évidence ce cycle catalytique que je vous ai présenté précédemment, qui était plutôt à l'échelle microscopique. Donc là, on a vraiment cette caractérisation du système à l'échelle micro avec cet outil de voltamétrie. Donc c'est un outil très puissant qui nous permet vraiment de caractériser et de compléter les résultats qu'on a pu obtenir à l'échelle qui sont plutôt macro lors des électrolyses. Une fois qu'on a ces premières compréhensions de cette dynamique du système, on va généralement implémenter et comprendre quels sont les mécanismes et les limitations du réacteur. Et dans ce cas précis, on se rendait compte à l'aide des différents résultats obtenus lors des électrolyses temporelles, qu'on avait besoin de séparer notre réacteur. Et donc ici, on a eu besoin de mettre en œuvre un réacteur divisé, nous permettant d'isoler la réaction de réduction du solvant pour ne pas laisser la réduction des sous-produits d'oxydation aller à la cathode. Une fois qu'on a caractérisé complètement notre réacteur électrochimique, on peut lancer une modélisation, et cette modélisation, elle passe par la définition d'un système unitaire, ou en tout cas basique. Ici, je vous présente un système assez simple, puisque c'était une électrode, une demi-cellule, où on s'intéressait qu'au comportement de l'électrode, et en fait, avec l'électrolyte, pardon. Et si on simplifie, quand on construit un modèle, on cherche à simplifier en posant des hypothèses, puis en implémentant les phénomènes limitants au sein de ce réacteur. Et donc pour ça, on a simplifié notre modèle en trois zones. Une zone électrocatalytique avec une couche d'électrodes, une zone où on a été limité par la diffusion des espèces qui arrivent et qui étaient consommées à la surface de l'électrode, puis un bulk, donc plus loin dans le volume, où la concentration allait diminuer sur des échelles de temps plus grandes. Et en fait, ce modèle, il prend
on s'en rend bien compte, mais ce modèle, il prend des physiques qui sont quand même très différentes, allant de la réactivité et de la diffusion dans des milieux poreux, dans le cas d'électrodes de mousse, par exemple, jusqu'à des phénomènes de transport. Donc on a vraiment un couplage de phénomènes importants. Et une fois que ce modèle est validé avec les données précédemment obtenues à l'échelle expérimentale, ce qu'on utilise, c'est une fois que le modèle il a été validé à l'échelle laboratoire, on utilise ce modèle pour prédire les performances à l'échelle pilote. Et une fois qu'on se rend compte que en augmentant la taille de notre électrode, on peut obtenir des performances suffisantes, ben, on peut se lancer dans la conception de notre réacteur. Et ici, je vous présente un réacteur tubulaire qu'on a développé dans le cadre de ma thèse, qui nous a permis de passer de 30 millilitres de solution au début à un débit, donc cette fois-ci un réacteur en continu, pardon, avec un débit allant plus que le litre heure. Mais si je cherche à faire le lien maintenant, c'est que euh, euh, en fait toutes ces étapes, elles génèrent beaucoup de données et ça demande beaucoup de temps pour obtenir ces données. Et en fait, la communauté commence à être en contact et de nombreux travaux commencent à arriver avec la communauté de l'automatisation et du machine learning qui nous permettent en fait d'augmenter la quantité de données qu'on peut générer et donc venir en fait consolider nos modèles multiphysiques. Donc c'est pour ça que ça va faire le lien avec le nouveau projet que je vous présente ici, qui est en cours de réalisation à l'Université d'Amsterdam. Et dans notre cas, ce qu'on cherche à faire, c'est automatiser l'optimisation des réactions électrochimiques. Et pour faire ça, on utilise des plateformes parce que multi-équipements, des plateformes d'automatisation. Euh, le, le sujet est quand même assez récent. On a quand même des exemples dans la littérature qui utilisent justement les réacteurs à haut débit que je vous ai présentés précédemment, mais on est sur des protocoles en batch et qui font face à des problèmes de miniaturisation importants. Et un exemple de plateforme a été réalisé à l'Université de Graz en Autriche, où en fait on a un ordinateur qui nous permet de contrôler un passeur automatisé qui va venir préparer nos slugs, donc notre milieu réactionnel, et l'envoyer dans un réacteur. Néanmoins, dans le cadre de ce premier article, l'analyse était réalisée hors ligne et donc du coup on avait une étape qui n'était pas automatisée, si je puis dire. Donc le goal de ce projet aujourd'hui, c'est de fermer la boucle en fait complète de cette plateforme. Et donc pour ça, on est sur un projet multidisciplinaire de par sa taille en fait et son impact. Donc on est aidé par des chimistes et des ingénieurs et des doctorants et postdoctorants plutôt spécialisés dans le machine learning. On a cinq composés majeurs. Le machine learning, qui est, si je simplifie un peu la plateforme, le machine learning qui va nous permettre d'optimiser et de trouver les conditions optimales pour maximiser des critères que l'on va fixer nous-mêmes. Un pousseur qui va agir comme une pompe sur un procédé, un passeur automatique qui, lui, va générer différentes concentrations et différents milieux d'électrolytes, milieux réactionnels, un réacteur électrochimique, puis enfin, dans notre cas, un système analytique et une HPLC, mais qui pourrait être une RMN ou tout autre type d'analyse en ligne. Et pourquoi on utilise cette plateforme? Bah, pour l'optimiser, pour maximiser un yield, pour diminuer sa consommation énergétique, pour favoriser sa sélectivité. Ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est de développer un outil qui va nous permettre d'avoir des données rapidement, de façon répétitive, et surtout qu'on peut répliquer euh, de manière confiante. Et pour ça, on va lui donner comme variable d'optimisation à l'outil de machine learning que je ne vais pas présenter de manière intensive aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais des paramètres d'optimisation tels que la composition de l'électrolyte, des paramètres plutôt d'écoulement qui sont principalement le débit et donc le temps de séjour dans le réacteur, des paramètres électrochimiques et aussi faire varier les matériaux d'électrode. La plateforme aujourd'hui, elle ressemble à ça. Donc, je vous ai pris une photo. Je trouvais que c'était assez dur à reconnaître. Ici, on reconnaît les pouces-seringues, le passeur automatique et ici, un très beau réacteur électrochimique. Et au fond, on voit une HPLC. Mais si on regarde un peu plus le design de la plateforme de manière schématisée,
en fait, on prépare nos slugs. Donc, quand on appelle ça un slug, c'est un volume réactionnel avec un volume prédéterminé. Et comme on fait de l'automatisation, il faut que l'ordinateur puisse contrôler lui-même la plateforme. Donc, pour ça, on utilise des capteurs de phase, des phase sensors, qui vont permettre de, par différence optique, de contrôler où est-ce que le slug réactionnel se trouve sur la plateforme. Donc pour ça, on utilise une séparation entre un gaz inerte, notre volume réactionnel, puis un solvant, pour permettre de contrôler de manière précise où se trouve notre slug. Donc pour ça, on synthétise le slug, on construit le slug dans le passeur automatique, on le mesure, et ensuite on l'envoie dans le réacteur électrochimique qui est contrôlé par un potentiostat. Une fois cette réaction électrochimique réalisée, on peut envoyer notre slug pour analyse et récupérer notre slug si on a besoin de, de, de faire de plus amples analyses en post-traitement. Pour Alors, information, il te reste 3-4 minutes si on veut tenir parfait, à peu près voilà, le timing. parfait. Pour information, la surface de l'électrode, on est vraiment sur du microréacteur puisque la distance interélectrode elle est de 250 micromètres et on a des surfaces d'électrodes assez petites et surtout un volume de canal de 90 microlitres. Donc, on n'est plus du tout sur les mêmes échelles que sur le projet précédent. Le projet il est encore en cours de réalisation, mais aujourd'hui, je vous présente les premiers résultats d'une campagne. Donc ici, on a cherché à optimiser la synthèse d'iminophosphorane, donc qui est une électrolyse couplée. Et en fait, ce qu'on donne comme paramètre d'optimisation à la plateforme, c'est une densité de courant, un temps de résidence au sein du réacteur, euh, des ratios possibles de certains composés et des choix de nature d'acide, dans ce cas précis, mais ça pourrait être tout autre chose comme des matériaux d'électrode, possibles à l'algorithme d'optimisation. Donc on lui donne des bornes min et des bornes max, et on lui dit maintenant tu vas chercher à optimiser un objectif. Dans ce cas de cette première campagne, on cherchait à maximiser le yield de formation du produit, donc le rendement, pardon. Euh, le machine learning, les premiers essais vont lui permettre d'initialiser ses résultats, et donc il va chercher par un échantillonnage aléatoire, il va analyser l'influence de chaque paramètre pendant les premiers runs. Et une fois qu'on lui a limité son nombre de runs de la phase d'initialisation, il va commencer sa phase d'optimisation où cette fois-ci, il va chercher à faire varier ces différents paramètres pour maximiser le yield. Et on se rend bien compte que en abscisse ici, on a différentes conditions, donc différents runs en fait. Et ce qu'on voit, c'est que la plateforme, elle arrive à augmenter le rendement de la réaction en atteignant des conditions que je vous ai mis en bleu foncé ici, euh, expérimentales que l'être humain, ou en tout cas l'expérimentateur initialement, n'avait pas trouvé à l'échelle de la paillasse. Ce qu'on se rend compte, c'est que la plateforme elle se comporte comme on attend qu'elle devrait se comporter. On a des rendements euh, très proches de la littérature et on arrive même à changer l'échelle et à scale up avec un vocabulaire de chimiste que je souhaite souligner, le scale up a été réalisé en passant d'une échelle, je crois, à la centaine de micromol jusqu'à 1 millimol. J'en arrive à la slide de conclusion. J'ai voulu faire une slide de conclusion pour présenter un peu les verrous qui restent à mettre en place, ou en tout cas qui perdurent en électrochimie, qui permettent en fait de classer, en tout cas selon mon point de vue récent, sur les problématiques des procédés électrochimiques. Le principal verrou électrochimique, ça reste quand même le fait qu'on est sur un procédé hétérogène, donc on est limité par les transferts au sein de ces réacteurs, et aussi des dégradations d'électrodes très importantes qui peuvent réduire les performances du réacteur à longue durée d'utilisation. J'ai voulu contrebalancer cet aspect triste par des aspects plus joyeux en suggérant différents leviers. Ces leviers, je les prends directement en fait des résultats qu'on arrive à voir sur la plateforme. Et en fait, ce que j'aimerais implémenter dans le futur, c'est d'utiliser ces plateformes qui permettent de générer beaucoup de données de manière qu'on arrive à répéter. En fait, c'est ça qui est surtout super satisfaisant, et de voir comment est-ce que faire dialoguer des communautés qui viennent du machine learning, du génie des procédés et de la chimie, qui ont des vocabulaires vraiment très différents. Euh, voilà. Je vous
tenais à remercier les financements pour les différents projets, évidemment mes directeurs de thèse du laboratoire du génie chimique et aussi le projet ANR Urea qui a financé ma thèse, et Timothy Noël pour ce postdoc, et la Commission européenne pour ma bourse Marie Curie. Merci. J'espère que je Merci n'ai pas trop beaucoup, dépassé. Guillaume. Alors, donc merci, c'était une présentation très pédagogique. Quelques questions. Question de Mohamed Mourad. Comment la machine learning va identifier les conditions opératoires et les paramètres des réactions électrochimiques? Et il y a une deuxième question qui est liée, hein. Y a-t-il une comparaison entre la machine learning et l'analyse factorielle? C'est des questions très intéressantes que j'ai pas eu le temps de développer dans la présentation de 25 minutes, la partie machine learning. En fait, cet outil de machine learning, euh, il est quand même nourri par des entrées humaines. Donc, en fait, cet outil de machine learning, dans notre cas présent, on utilise de l'optimisation bayésienne. Et cette optimisation bayésienne, elle va chercher à diminuer ou maximiser des objectifs qu'on va lui donner. Donc, en fait, on va, dans notre cas précis, fournir à l'algorithme d'optimisation un goal qui va être une mesure, donc qu'on obtient par l'HPLC, le yield, et on va lui dire au fur et à mesure des expériences, tu vas devoir maximiser ce goal. Donc c'est une fonction max et on cherche à l'optimiser de la manière la plus rapide possible. Et ce qu'on lui dit, c'est que tu as le droit de jouer sur tel et tel paramètre. Et donc, c'est tel et tel paramètre. En fait, c'est ça le couplage entre le machine learning et l'automatisation. C'est que le machine learning va suggérer des paramètres qu'on va chercher à mettre en œuvre de façon automatisée sur la plateforme. Et donc, c'est là où on a le couplage automatisation et machine learning qui est super avantageuse. Je me souviens plus de la deuxième question. Alors, y a-t-il une comparaison entre la machine learning et l'analyse factorielle? Tout à fait. Et donc, du coup, cette optimisation bayésienne, en fait, c'est le même. C'est des outils qui sont souvent comparés dans la littérature entre le one factor at a time ou d'autres types d'optimisation. L'avantage de l'optimisation bayésienne, qui est un outil de machine learning, c'est qu'elle va permettre de comprendre des paramètres qui sont intrinsèquement liés, alors que one factor at a time va demander beaucoup plus d'expérience avant de trouver la linéarité, la corrélation, pardon, entre différents paramètres que par rapport à l'optimisation bayésienne, c'est plus rapide. Donc c'est des techniques de machine learning qui cherchent à maximiser, minimiser sur des degrés plus ou moins rapides, principalement. D'accord, merci. Donc, on a un message aussi du professeur Pascal Agbangian qui voudrait avoir tes coordonnées. Voilà, c'est aussi un des objectifs de ce webinaire, c'est de susciter des collaborations. Donc, il a laissé son adresse email dans le question-réponse. Voilà, bon, on va peut-être conclure, François. Merci à tous. Alors, merci beaucoup à nos trois intervenants d'avoir accepté de partager vos travaux de recherche. C'était effectivement très intéressant. Je pense que plus tard, dans une session, on pourra peut-être parler des couplages, notamment du couplage électrochimie ultrasons qui, à mon avis, est vraiment pertinent. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont assisté, à tous les participants. C'est vrai qu'on a eu un beau succès, hein. On a eu pas loin d'une centaine de participants. Donc, ouais. Donc merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas, donc, pour ceux qui sont intéressés, qu'il y a un autre webinaire la semaine prochaine donc, sur les techniques d'activation où on abordera cette fois-ci la photochimie, la mécanochimie et l'activation par plasma. Merci beaucoup à Martine et bien sûr à François, alors les deux François, François Jérôme donc, qui co-anime avec moi ce GT et François Nicole. François Jérôme, tu veux dire un petit mot? Pas grand-chose à rajouter. Écoute, ne serait-ce que de remercier les différents intervenants également de mon côté.
Je pense que c'était intéressant d'avoir un regard croisé un petit peu entre chimie et génie chimie ou génie des procédés. Et effectivement, comme tu l'as bien dit, j'espère que ça va solliciter des interactions entre les gens parce qu'on en a besoin et ça a été mentionné par Guillaume un petit peu tout à l'heure. On a cette problématique, on fait de très très jolies choses à l'échelle du micromol. Passer déjà au millimol, il y a un monde, mais alors parler de la tonne, c'est encore différent. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'innovations à aller chercher derrière. Donc rendez-vous le 20 novembre. Le 20 novembre, la semaine prochaine. Un petit mot, François? Ben, écoutez, c'était passionnant. Donc, les trois présentations. Donc, merci à tous, merci aux speakers et merci aux participants. En tout cas, c'est un beau succès en effet pour le GT réacteur activé, pour le pôle et pour la SFGP. Donc, ben, je vous souhaite une bonne journée pour la suite. Et puis, merci à toi, Patrick, bien sûr. Merci à tous et Merci beaucoup. à bientôt, à la semaine prochaine, j'espère. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.